Voilà, vous l'aurez entendu, chaque geste compte et face justement au courage et à la résilience des réfugiés, eh bien, nous devons tous apporter notre solidarité et agir avec eux. Donc maintenant, on va passer à la deuxième table ronde. Euh, je ne sais pas si nos autres invités sont arrivés. Voilà, je vois Yacine qui s'affiche. Frédéric. Voilà, je pense que tout ceci est complet. Et je voudrais également, avant de commencer justement cette table ronde, construire ensemble l'accueil des réfugiés, vous présenter Céline Schmidt. Je ne sais pas si Céline nous a déjà rejoint. Voilà. Non. Bon, eh bien, elle va nous rejoindre. Elle devait justement faire l'ouverture d'un autre événement parce que ensuite elle va m'accompagner tout au long de la journée. Alors, dans son intervention inaugurale, Monsieur Filippo Grandi, pardon, le haut-commissaire des Nations aux Unis aux réfugiés, nous a parlé justement du premier forum mondial sur les réfugiés. C'est sur ce forum que nous allons revenir. Est-ce que cela a changé? Est-ce que cela doit changer justement pour l'accueil des réfugiés? Mais avant de passer la parole à nos autres intervenants, je vais demander déjà à Yacine Abdijama, qui lui est réfugié. Il est arrivé en France il y a 3 ans. Il a créé l'association Le Réseau des exilés en France. Vous avez participé à ce forum, Yacine. Est-ce que vous, justement, vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous en avez ressenti? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Il faut mettre le micro. Il faut mettre votre micro. Votre son est coupé. Voilà. Pardon. Merci beaucoup. Bonjour Geneviève, bonjour tout le monde. Et je suis très contente d'être ici avec vous et je vous remercie aussi pour être là aujourd'hui. Et voilà, moi j'ai participé l'année dernière au forum Global Refugees Forum et c'était un événement très intéressant pour moi d'être là et de représenter notre réseau. Et j'ai participé à la session Spotlight sur la foi de réfugiés. Et c'était une session très intéressante. Et c'était une belle occasion aussi de présenter la vision que nous partageons, et notre réseau, et qui est que les réfugiés soient consultés et leurs paroles prises en compte par les acteurs concernés lors de prise de décision impact sur leur accueil et sur le processus d'intégration au sein de leur pays d'accueil. Et c'est à tous les niveaux, en France, au niveau européen, national, local et international, tout ça. Et c'était une belle occasion aussi pour rencontrer beaucoup de gens de différents horizons, de rencontrer d'autres réfugiés leaders qui ont créé leurs propres projets qui répondent de problèmes qui existent aujourd'hui pour les réfugiés. Et c'était une belle rencontre aussi pour une belle occasion pour rencontrer différents acteurs qui travaillent avec les personnes réfugiées. Et généralement, oui, ouais, c'était un événement intéressant de rencontres de gens de différentes associations, de différentes entreprises qui sont engagées avec la personne réfugiée et qui sont toujours à côté de la personne réfugiée. Et c'était parfait, c'était une belle expérience pour moi et pour le réseau. Eh bien, merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'était l'objectif de ce forum mondial. Et pour nous en parler plus d'un point de vue, je dirais, presque institutionnel, je passe la parole donc à Paolo Artini, qui est le représentant du HCR en France. Le micro, Paolo. Voilà, merci. Voilà, parfait. Bonjour, bonjour Frédéric, je vois l'ambassadeur Ravisso, bonjour Yacine, bonjour Julien et Geneviève. Je pense que c'est très important d'évoquer aujourd'hui dans le contexte du Covid et dans le contexte du déplacement des personnes déracinées au niveau mondial qui a arrivé à un record de 80 millions.
du forum et du pacte mondial sur les réfugiés. C'est une belle façon de commencer la journée parce que c'était le forum, en effet, un moment essentiel, fondamental au niveau global pour renforcer le travail qui est fait en faveur des réfugiés. La table ronde commence à 11h, c'est ça? Voilà. Je rappelle que c'était le premier forum mondial après l'approbation par l'Assemblée générale du pacte mondial sur les réfugiés. Le pacte qui a travaillé comme un guide pour la communauté internationale dans son ensemble pour le soutien des réfugiés. Le forum, en décembre, a rassemblé plus de 3000 participants du secteur privé, des États, de la société civile, les réfugiés même, et Yacine a participé. Et les participants ont pris plus de 1400 engagements en faveur des réfugiés dans plusieurs domaines. Les solutions, le partage de la responsabilité, l'énergie, l'accès à l'emploi, l'éducation, la capacité de l'asile. Et maintenant, il y a un mécanisme de suivi de ces engagements avec une plateforme digitale qui est dédiée. Le forum était une grande occasion pour renforcer les partenariats avec les acteurs de développement. Le rapport sur les tendances mondiales que nous avons publié nous rappelle que 80% des réfugiés, en effet, vivent dans des régions, dans des pays qui sont affectés par l'insécurité alimentaire, où aussi les changements climatiques et les catastrophes naturelles sont des facteurs de déplacement. Et le commissaire qui a briefé récemment le Conseil de sécurité sous la présidence française nous a rappelé l'importance que tout le monde s'engage pour la prévention des conflits, sur les nexus humanitaires, développement et paix. Je pense qu'en France, il y aura beaucoup d'occasions importantes pour travailler tous pour la paix. Il y a le forum Normandie pour la paix, il y a le forum de Paris sur la paix, il y a le sommet des banques de développement en novembre. Le forum était aussi l'occasion pour montrer le rôle essentiel du secteur privé pour donner un appui, un soutien pour les réfugiés, mais aussi pour aider dans l'accès à l'emploi pour les réfugiés. Frédéric va en parler. Avec la France, on a travaillé beaucoup dans les discussions pour arriver au pacte mondial sur les réfugiés, mais aussi pour la préparation du forum. Et la France a pris des engagements très importants dans le domaine des solutions, de l'énergie, de la protection. L'ambassadeur Ravissot, Julien Boucher, je suis sûr, vont en parler. Le HCR Paris était au rendez-vous avec nos partenaires français, avec une initiative lancée encore une fois avec l'ADR, avec la SNCF et avec le soutien des fondations, d'un train de la solidarité qui voulait témoigner la mobilisation, l'engagement des acteurs locaux de la société civile en France. On arrivait à Genève la veille du forum, l'ambassadeur Ravissot était là et le HCR l'a appelé une espèce d'extension mobile du forum, ce train de la solidarité. Tout cela nous semble un peu loin maintenant dans le contexte de la pandémie du coronavirus. Mais en effet, le travail que nous avons fait avec nos partenaires nous a beaucoup aidé dans la réponse au Covid et à donner des bases solides pour travailler tous ensemble, parce que le principe clé du pacte et discuté dans le forum, c'était que la solidarité est nécessaire pour travailler avec tout le monde, aussi avec l'engagement de toute la société. Et donc, c'est tous ensemble qu'on peut construire, c'est le titre de cette table ronde, l'accueil des réfugiés, avec gouvernement, associations, secteur privé et réfugiés même, pour la construction d'un accueil, d'une intégration pour les réfugiés. Donc, merci encore, surtout aux réfugiés qui comme je viens de souligner, font vraiment partie de la solution dans ce contexte difficile d'aujourd'hui. Ravi d'être avec vous et d'entendre les autres participants parce qu'on a travaillé vraiment comme une équipe sur l'application de ce pacte qui nous guide tous. Merci.
Merci beaucoup, Paolo. Et avant d'entendre justement François Rivasso, qui est l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, et puis Julien Boucher, comme on le disait tout à l'heure, puisqu'il était à l'ouverture directeur de l'OFPRA sur les engagements de la France, eh bien, je vous propose de voir une vidéo, une courte vidéo qui va nous présenter les 6 façons dont le Forum mondial va changer la vie des réfugiés. Donc, un engagement fort, un forum mondial qui suscite énormément d'espoir. Et tout d'abord, vous, François Rivasso, au niveau de la France, vous avez participé à ce forum. Déjà, quelle a été la participation de la France et quels sont les engagements? On a vu qu'il y avait 770 engagements qui avaient été pris. À quel niveau la France, justement, s'engage-t-elle? Alors, le micro. Voilà, c'est bon. Alors, là, vous l'avez recoupé. Ah, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? C'est parfait. La parole est à vous. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Artini et Frédéric Rose, que je connais. Bonjour Monsieur Abdel-Jama, bonjour Monsieur Boucher, bonjour Madame Schmitt. Je vous remercie de votre invitation aujourd'hui et je suis tout à fait honoré de prendre part à l'action du HCR et de ses équipes en faveur de la protection et de l'aide des réfugiés. Et notamment, je suis heureux de revoir Monsieur Artini et les représentants de la société civile pour célébrer non seulement la réponse politique qui doit être encore plus importante, mais aussi, surtout, d'abord, le courage et la résilience des réfugiés dans le monde. Parce que cette année, nous sommes dans une année particulièrement troublée et incertaine. Et si on réfléchit à l'impact du Covid sur les réfugiés, il est quand même important. Au départ, le Covid bloque les réfugiés alors qu'ils pourraient devoir, ou les réfugiés potentiels, alors qu'ils peuvent être obligés de bouger et le Covid les empêche de bouger. Dans tout leur trajet, le Covid les vulnérabilise parce qu'il ajoute une menace supplémentaire sérieuse et des contraintes au déplacement très importantes. Et puis, bien sûr, à l'arrivée ou dans les zones de transit, des populations résident dans des centres urbains, camps de réfugiés ou autres, où la promiscuité démographique est très forte et rend beaucoup plus difficile la mise en œuvre des règles de distanciation sociale et tout simplement des mesures d'hygiène. Et puis, ça ajoute un facteur de fragilité énorme à l'insécurité alimentaire, aux difficultés en termes de sécurité, d'accès à l'eau, aux soins, à la santé. Et puis, dans les zones de conflit, encore un risque supplémentaire pour l'assistance humanitaire. Et donc, le Forum mondial sur les réfugiés, il faut ne pas en rester là. Il faut le prolonger et le renforcer face aux défis du Covid. Alors, vous m'avez demandé qu'est-ce que c'était que le Forum du réfugié. Alors, je vais essayer de répondre à votre question maintenant. Mais dans cet esprit-là, ce n'est pas suffisant ce qu'on a fait dans le Forum des réfugiés. Il faut maintenant faire ce qui est nécessaire au vu du Covid et ça suppose qu'on en fasse nettement plus. Alors, qu'est-ce qu'on a quand même fait déjà? Eh bien, effectivement, la France a été représentée par une délégation importante. Bien sûr, on avait des agents de beaucoup de ministères et d'agences différentes, assistance humanitaire, développement, accueil, intégration sur le territoire national, logement, éducation, et puis les fondations privées, les ONG. J'en profite pour saluer la fondation du groupe Generali, avec qui nous avons des engagements spécifiques à l'ambassade. Voilà. Qu'est-ce que la France a décidé de faire? Alors, d'abord, je dirais, le principal engagement de la France, c'est sur la réinstallation.
Vous savez que le forum avait demandé qu'il y ait un minimum de 50 000 personnes de 50 000 places qui puissent être offertes pour les réfugiés. La France en a offert 20%, soit 10 000, ce qui est pas mal. L'Allemagne s'est engagée pour 5 500 réinstallations. Et au total, on a quand même obtenu à peu près 30 000 sur les 50 000. Donc, vous voyez qu'il reste encore un écart par rapport à nos objectifs. Par ailleurs, la Commission européenne, il faut se souvenir quand même que l'argent de la Commission européenne vient pour près de 16% des poches du contribuable français. Donc, c'est aussi un effort partiellement français. S'est engagé à soutenir les États membres qui accueilleraient des personnes réinstallées depuis la Turquie, le Liban et la Jordanie, qui sont 3 pays avec lesquels on a pu mettre au point ces accords. Et puis, on travaille beaucoup via le HCR et aussi avec l'Organisation internationale des migrations à des mécanismes de transit via le Niger et via le Rwanda. Alors là, c'est plutôt des réinstallations hors Europe, mais nous finançons également des réinstallations hors Europe. Il y a eu des engagements financiers également, puisqu'il fallait que le HCR obtienne et a obtenu, le HCR a obtenu 7 milliards de dollars, donc 4,7 milliards pour la seule Banque mondiale, 2 milliards de dollars de fonds de développement en faveur des réfugiés, des communautés autres. Bon, on a surtout travaillé à travers l'Union européenne là-dessus, mais au total, nous avons exprimé aussi une série d'engagements sur la création de postes de travail pour que les réfugiés qui arrivent en France ne se retrouvent pas au chômage. Dans le cadre du forum, au total, c'est 15 000 emplois qui ont été préparés pour que les réfugiés puissent s'insérer dans de meilleures conditions, dans de bonnes conditions. Hein, parce que nous considérons qu'il faut maintenant, pour les réfugiés particulièrement vulnérables, notamment en provenance d'Afrique subsaharienne ou du Proche et du Moyen-Orient, il faut qu'ils aient à leur arrivée, si possible, alors il ne faut pas se payer de mots, hein, ce n'est pas terrible, mais enfin, ce que nous appelons un accompagnement renforcé, c'est-à-dire en fait un accompagnement tout court, parce qu'il n'y en avait pratiquement pas d'accompagnement avant. Donc un accompagnement renforcé pour faciliter leur intégration, parce que ce que nous voulons finalement, c'est que les réfugiés, ils n'arrivent pas une fois qu'ils sont réfugiés, leur vie ne s'étire pas, ne se termine pas une fois qu'ils sont réfugiés, voilà, et puis ils restent dans leur coin sans jamais rien faire, c'est désespérant. Donc il faut qu'ils s'intègrent et qu'ils deviennent une partie active et positive, surtout qu'en général, ils sont motivés pour ça, de la communauté nationale qui les accueille. Et donc, c'est ça, il faut créer des conditions pour que ça puisse être le cas. Alors, on s'est aussi mobilisé beaucoup, deuxième aspect, sur la question de la prise en compte des dimensions environnementales et climatiques, parce que c'est un sujet qui est très, très sensible. On sait que les mouvements de réfugiés peuvent avoir, et c'est bien inévitable, c'est bien normal, dans certains endroits, des conséquences environnementales très mauvaises. Donc, nous voulons absolument que les populations qui accueillent les réfugiés ne les voient pas comme une menace pour l'environnement. Ça, c'est important. Et donc, on a essayé d'intégrer, dans le cadre de notre prochaine stratégie humanitaire, qui couvre la période 2018-2022, de notre actuelle stratégie humanitaire, un certain nombre de critères écologiques et environnementaux. C'est important aussi parce que nous allons vers une phase où la dimension environnementale va être de plus en plus fondamentale sur la problématique des réfugiés. Vous savez peut-être que nous avons créé avec d'autres, avec quelques autres, nous participons à la création de ce qu'on appelle la plateforme pour les déplacés par des catastrophes climatiques. Alors, ce ne sont pas des réfugiés, évidemment, hein. Nous sommes bien d'accord, ils ne sont pas réfugiés politiques, mais ce sont des gens qui sont chassés de chez eux quand même par des catastrophes climatiques et qui ne peuvent pas y rester, sans ça ils meurent. Alors, ils ne meurent pas de la main d'autres hommes comme les réfugiés politiques, mais ils meurent parce qu'ils ne peuvent tout simplement plus vivre. Il y a une éruption volcanique, une inondation, une sécheresse absolue, etc. Et le nombre de ces réfugiés augmente. Et en fait, il faut avoir une réponse qui, comme le disait M. Filippo Grandi, qui d'ailleurs va revenir discuter de ces sujets avec nous à Genève dans 15 jours, le 2 juillet. Je dis avec nous parce qu'actuellement, c'est la France qui est en présidence de cette plateforme. Eh bien, il va falloir essayer de voir si, au-delà
de la protection des seuls réfugiés, la prise en compte de la dimension environnementale dans son ensemble ne peut pas couvrir des catégories de réfugiés, y compris au-delà du simple de la notion restrictive de réfugiés politiques. C'est un vrai problème parce qu'on a aujourd'hui quasiment plus de 2 fois plus d'expulsés climatiques par des catastrophes que de réfugiés politiques. Voilà, donc c'est ces deux aspects essentiels, l'humanitaire et l'environnement. Et puis, bien sûr, nous travaillons à la mise en œuvre opérationnelle de nos engagements avec les acteurs de la société civile, les associations, les ONG, comme notamment la vôtre, cher monsieur Yassine Abdijama, et les fondations, les centres de recherche, l'AFD. Pour l'instant, nous avons reporté à cause de la crise sanitaire la conférence nationale humanitaire organisée à Paris, mais elle va avoir lieu quand même le plus vite possible. Et nous allons continuer nos réflexions, voilà, et aussi bien sûr avec le ministère de l'Intérieur, avec l'OFPRA, mais aussi le Conseil d'État et la CNDA. Voilà, nous avons augmenté aussi nos contributions volontaires au HCR par rapport aux années 2018 et 2019, pas dans une énorme proportion, soyons honnêtes, parce que la France aujourd'hui a tellement de besoins dans tous les domaines à cause de la crise du Covid. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que malgré la crise du Covid, nous avons quand même réussi à augmenter nos contributions et il n'y a pas beaucoup de pays qui ont réussi à faire ça. Voilà. Mais excusez-moi d'avoir été un peu long. Voilà, oui, je disais merci beaucoup. Voilà, il faut que je me l'applique à moi-même de rétablir mon micro. Mais merci beaucoup parce que, comme je le disais, on parle beaucoup de l'impact de la pandémie du Covid actuellement et notamment sur la situation des réfugiés. On a tendance à oublier une autre menace qui est bien réelle et qui ne fait que s'amplifier si nous ne prenons pas des mesures, c'est-à-dire les changements climatiques, l'importance à la fois justement d'agir par rapport à cette transition écologique que nous appelons, mais aussi comment nous anticipons par rapport aux personnes qui vont être les premières impactées. Et nous le savons, ce sont souvent dans des régions du monde où les personnes sont le plus en situation de précarité et de vulnérabilité. Donc, une attention particulière doit être apportée. Mais avant de passer la parole à Julien Boucher pour qu'il nous parle, nous, justement, de l'accueil en France de ces réfugiés, si vous me permettez, Monsieur Rivasso, j'aimerais bien que vous reveniez. Vous avez beaucoup parlé au début de votre intervention sur la question des réinstallations. C'est une préoccupation majeure des ONG, mais je ne suis pas sûre que tous nos internautes soient au courant de quoi on parle exactement. Est-ce que vous pourriez nous dire très, très rapidement de quoi s'agit-il et de l'importance de justement se mobiliser pour la réinstallation ? Alors, je ne suis pas en première ligne là-dessus parce que je pense que c'est le ministère de l'Intérieur qui travaille le plus énergiquement là-dessus. Je crois que M. Julien Boucher aurait peut-être plus que moi à dire là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est ce que moi j'en dis à Genève sans connaître nécessairement le sujet à fond. Alors, je vais vous répondre en ce sens. Ce que je dis, c'est que il faut partir du local. L'accueil des réfugiés, c'est quelque chose qui doit se construire non pas seulement dans une approche du haut vers le bas, comme disent les Américains, top-down, mais au contraire aussi du bas vers le haut. Autrement dit, il faut susciter des initiatives locales. Il y a toute une série de villages en France qui ont des problèmes parce qu'ils ont des personnes trop âgées ou parce qu'il y a trop d'émigration vers les villes. Il y a des maisons qui sont inhabitées, il y a des champs qui ne sont plus cultivés. Vous avez dans des villes des secteurs où il y a des emplois qui ne sont pas pourvus. Il y a il faut, lorsqu'il y a des enfants, qu'ils puissent aller aux écoles. Donc, il faut qu'il y ait des communes ou des départements ou des régions qui s'engagent pour dire, voilà, nous dégagerons les places d'école, les places de collège, les places de lycée nécessaires à l'accueil des enfants des réfugiés ou des jeunes réfugiés. Il faut aussi qu'on leur trouve des logements. Hein, donc, il faut répertorier les logements vides. Et est-ce que les communes peuvent s'engager pour attirer des futurs, alors je ne vais pas dire citoyens parce que le réfugié a toujours le choix de garder sa nationalité, mais disons des futurs résidents
qui seront capables d'apporter à la communauté tout ce que la communauté attend d'eux, mais pour ça, il faut les mettre à même de le faire. Et donc, il faut recenser toutes ces différentes conditions qui permettent d'offrir un accueil plein depuis le logement jusqu'à la capacité de gagner sa vie, jusqu'à l'emploi, jusqu'à la scolarisation des enfants et la possibilité d'avoir recours à des soins médicaux pas trop loin. Et donc, tout ça, il faut essayer donc de stimuler dans les quartiers, alors, c'est vrai que moi, je viens d'une zone un peu rurale, donc je vois mieux peut-être la facilité de l'accueil en zone rurale, de stimuler les initiatives pour qu'il y ait des offres dont on fait la synthèse. Ensuite, le ministère de l'Intérieur et les autres instances nationales font la synthèse. Et puis, bien sûr, les instances nationales questionnent, demandent, peuvent parfois offrir un peu d'aide aux collectivités qui s'engagent. Et le rôle des préfectures, des régions et du ministère de l'Intérieur est fondamental. Voilà un petit peu ce que moi, je peux dire, mais je ne suis pas très spécifique parce que c'est une politique que je ne gère pas en direct et que je n'ai pas à défendre en direct. Donc, je ne peux juste l'illustrer. Alors, donc, prenez tout ce que je vous dis comme étant celui de quelqu'un qui n'est pas du tout expert en la matière. Oui, mais ce sont déjà beaucoup, beaucoup d'actions à mener et qui sont très, très importantes. Alors, merci beaucoup. Alors, Julien Boucher, vous, justement, par rapport à l'accueil des réfugiés, l'action de l'OFPRA concrètement et comment ce forum mondial, justement, peut impacter votre mission et vos actions. Oui, rebonjour. Rebonjour. Merci beaucoup. L'OFPRA était au nombre des nombreuses institutions et organisations qui, comme Monsieur l'ambassadeur Rivasso l'a rappelé, étaient présents au Forum mondial des réfugiés. Je voudrais revenir justement parce que ça a été rappelé, c'est l'un des engagements les plus notables de la France à l'occasion de ce forum sur la question de la réinstallation, parce que je pense que c'est particulièrement illustratif de la thématique qui est celle de cette table ronde sur construire ensemble l'accueil par la diversité des acteurs qui sont impliqués pour que ces opérations soient une réussite. Donc, je rappelle que quand on parle de réinstallation, donc il s'agit d'organiser, pour nos auditeurs, d'organiser l'accueil en France de personnes vulnérables qui ont déjà fui leur pays d'origine et trouvé un premier pays d'accueil où elles sont placées sous mandat du Haut Commissariat des Nations Unies, mais qui n'ont pas, je dirais, d'avenir dans ce premier pays, compte tenu des conditions dans lesquelles elles vivent et à qui il faut proposer ce que le HCR justement appelle une solution durable dans un autre pays. La réinstallation donc permet à la fois d'épargner à ces personnes les hasards des parcours d'exil si elles décidaient de partir par leurs propres moyens pour chercher une vie meilleure ailleurs. Et elle est aussi une manifestation de solidarité des pays de réinstallation avec ces premiers pays d'accueil qui sont souvent des pays à revenus faibles ou intermédiaires et qui accueillent en proportion de leur population souvent une part très, très importante de réfugiés. Alors en matière de réinstallation, la France bénéficie d'une assez longue expérience, mais ce qu'il faut souligner, je crois, c'est que dans la période récente, son implication a pris une dimension nouvelle. Entre 2017 et 2019, ce sont 10 000 personnes qui ont été réinstallées en France. Alors, principalement à partir du Moyen-Orient, essentiellement des réfugiés syriens, mais aussi à partir du Sahel, avec notamment des personnes évacuées de Libye. Comme l'a rappelé monsieur Rivasso, les engagements français en matière de réinstallation ont été renouvelés à l'occasion du forum, donc à hauteur à nouveau de 10 000 personnes sur 2 ans. Donc c'est un niveau d'engagement qui historiquement pour la France est particulièrement important. Alors comme je vous le disais, c'est là-dessus que je voudrais insister, ce sont des opérations qui illustrent vraiment cette notion de construire ensemble l'accueil des réfugiés, parce que leur succès dépend de l'implication d'un grand nombre d'acteurs. Il y a bien sûr le ministère de l'Intérieur qui
au titre de sa responsabilité générale en matière d'asile qui coordonne ces opérations. Il y a les représentations diplomatiques à l'étranger qui jouent un rôle essentiel pour organiser d'abord l'identification, puis la venue en France de ces personnes. Le HCR, bien sûr, puisque, comme je le disais, les personnes réinstallées sont des personnes placées sous mandat du HCR et c'est le HCR qui propose les dossiers de réinstallation aux États candidats. Mais il y a aussi l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, pour tous les aspects logistiques et l'organisation matérielle de la venue en France des personnes concernées. Et en France, eh bien, il y a tous les acteurs de ce qu'a développé M. Rivasso à l'instant, c'est-à-dire les acteurs de l'hébergement, de l'intégration des réfugiés, qui peuvent être l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les acteurs associatifs, les collectivités territoriales, pour assurer donc l'accueil et l'intégration de ces personnes. Alors, quel est le rôle de l'OFPRA dans ce dispositif? Eh bien, nous, ce que nous faisons, c'est que nous organisons des missions dans les pays de premier accueil pour entendre les personnes dont les dossiers nous ont été proposés par le HCR et identifier les familles qui pourront bénéficier du programme, car le plus souvent, il s'agit de familles. Alors, pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, l'année dernière, en 2019, nous avons fait une quinzaine de ces missions et nous sommes allés en Turquie, au Liban, en Jordanie et en Égypte. Là, c'était surtout pour des réfugiés, essentiellement pour des réfugiés syriens, mais aussi au Niger et au Tchad, donc dans le cadre de la réinstallation de personnes évacuées de Libye. Donc, au cours de ces missions, nous faisons des entretiens qui ressemblent aux entretiens que nous conduisons sur le territoire national. Et ces entretiens permettront ensuite aux personnes que nous avons entendues de bénéficier du statut de réfugié dès leur arrivée sur le territoire national. Ces entretiens sont aussi, et c'est en cela qu'ils sont un peu spécifiques par rapport à ceux que l'on conduit en France, sont aussi justement l'occasion de préparer cet accueil en identifiant, le cas échéant, des besoins spécifiques. Voilà, donc je trouve la réinstallation, c'est vraiment des belles opérations. C'est une occasion privilégiée de travail en commun de l'ensemble des acteurs de l'asile en France, encore une fois, de nos représentations diplomatiques à l'étranger jusqu'aux collectivités locales. Et ce sont des opérations qui sont très mobilisatrices parce qu'elles ont beaucoup de sens au regard de la situation qui a été rappelé notamment dans son propos liminaire par le haut-commissaire Filippo Grandi, avec le nombre de personnes déplacées dans le monde. Et je crois des opérations qui ont permis de belles réussites en termes d'intégration. On en aura peut-être des illustrations au cours de cette journée. Oui, merci beaucoup parce que effectivement, bon, l'objectif n'est pas non plus de donner trop de chiffres, mais c'est vrai que si on, à la lecture du dernier rapport du HCR sur la situation des réfugiés dans le monde pour 2019, on voit qu'on est proche des 80 millions de déplacés, ce qui représente à peu près 1% de la population mondiale, mais c'est surtout que 85% de ces personnes sont soit restées dans leur pays d'origine, soit très proches et sont dans des pays en voie de développement, et que comme le temps de résidence, soit dans des camps, soit dans des situations précaires, augmente et que les difficultés, ils ont plus de difficultés pour revenir dans leur pays d'origine, il est important qu'il y ait une solidarité au niveau international pour que ces réfugiés, ces personnes puissent être accueillies dans des pays où elles vont reconstruire leur vie, et toutes les mesures dont vous avez parlé sont essentielles justement pour leur donner cette capacité. Et une de ces capacités, c'est aussi de trouver un emploi. Et là, je suis ravie de donner la parole à Frédéric Rose. Donc, Frédéric, ah non, excusez-moi, c'est Frédéric Maléfant, Frédéric Rose Maléfant, c'est ça? Votre micro, j'entends pas. Voilà. Voilà. Oui. Bonjour. Et vous êtes délégué général de la fondation du groupe Generali avec le projet des Human Safety Net en France. Vous avez participé au Forum mondial également. D'ailleurs, Monsieur Paolo tout à l'heure nous disait que effectivement il y avait les organisations, mais aussi tout ce qui était fondations privées qui justement s'adressent à ces questions d'intégration, d'emploi
l'emploi sont majeurs. Alors, parlez-nous, vous, de ce que vous faites, votre contribution justement à l'intégration de ces réfugiés. Merci et merci beaucoup pour cette invitation. Ravie de vous retrouver, Monsieur l'ambassadeur. Effectivement, depuis le Forum mondial des réfugiés, on avait eu le bonheur, que nous avions eu le bonheur de vivre ensemble. Paolo, Céline, ravie de vous retrouver aussi. Yacine aussi. Et bonjour, Monsieur Boucher, et enchanté. Donc, effectivement, je représente une fondation de Human Safety Net. Alors, ne serait-ce que dans le nom, il y a le net, ce réseau. Et nous, notre conviction, en fait, c'est que pour faire face à un certain nombre d'enjeux sociétaux, et effectivement, les réfugiés en sont un, on n'est jamais aussi efficace qu'en étant ensemble, qu'en contribuant avec. Et c'est vraiment ça qui est très important. Alors oui, nous avons eu l'honneur de participer, de faire partie d'ailleurs de la délégation française lors de ce premier Forum mondial des réfugiés, avec une découverte, c'est qu'effectivement, on était tous ensemble, acteurs publics, privés, grandes institutions, grandes ONG, institutions internationales, et c'est exactement ce en quoi nous croyons. Alors la fondation de Human Safety Net a donc été mise en place, vous le disiez, par le groupe d'assurance Generali, donc groupe mondial, avec une conviction, c'est que il y a des personnes dans le monde, des personnes fragiles qui sont empêchées d'eux, dont le potentiel ne peut pas pleinement s'exprimer pour différentes raisons, qui peuvent être la maladie, le handicap, l'extrême pauvreté ou bien l'exil. Et ce que nous essayons de faire, c'est de contribuer à libérer le potentiel de ces personnes. Et justement, les réfugiés font partie de ces personnes dont on a envie de permettre l'expression complète et entière de leur potentiel. Donc, nous avons 3 programmes au sein de la Fondation, et je vais me concentrer bien sûr sur le programme qui nous vaut cette conférence aujourd'hui, qui est un programme d'intégration par le travail, puisque c'est essentiel, bien sûr, pour un réfugié, pour son accueil et pour son intégration au sein de la société hôte. Très important de pouvoir trouver du travail. C'est absolument fondamental, et nous croyons en une voie particulière pour l'intégration professionnelle, qui est celle de l'entrepreneuriat. Cette journée, elle est sous 2 mots qui sont très importants, qui sont la résilience et le courage. Et c'est exactement ça. Ces personnes ont fait preuve d'un courage incroyable, ont pris énormément de risques, ont fait preuve de résilience, sont en capacité à affronter, à se réadapter, à relever les défis, à se relever tout court. Et c'est exactement les qualités qui sont nécessaires à l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on y croit beaucoup. Donc, on accompagne des personnes statutaires, qu'elles soient réfugiées ou sous protection subsidiaire en France et dans 3 autres pays de la fondation du groupe Generali. Nous les accompagnons sur le chemin de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un parcours qui se veut dynamique, positif, par lequel on leur permet d'avoir accès, de se recréer un réseau professionnel, puisqu'effectivement, quand on a fui son pays, on a tout perdu. On a perdu son réseau personnel, mais également son réseau professionnel. Et c'est extrêmement difficile. Autant ils ont des capacités très, très fortes et qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres personnes, autant il y a des manques. Il y a des manques qu'on essaie en fait de leur apporter sur la connaissance du marché du pays, du marché de l'emploi aussi, du marché tout court. Quels sont les marchés qui fonctionnent en France, quels sont ceux qui sont porteurs, ceux qui le sont moins. Donc, c'est à nous à leur apporter ça. Et puis, un début de réseau professionnel. Et ça, c'est très, très important. Donc, on les accueille dans des incubateurs. Et on a commencé pour cela avec l'association Singa, qui très, très vite avait justement vu tout l'intérêt de les mettre justement dans un parcours de réflexion entrepreneuriale. Donc, on les accompagne dans leur incubateur à Paris. Et puis, on a aussi travaillé beaucoup avec Each One, qui travaille sur l'intégration professionnelle au sens large dans des écoles. On les a accompagnés à l'ESCP à Paris. Et puis, au fil des mois, on a acquis une conviction, c'est qu'il fallait qu'on fasse avec les territoires. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de créer ex nihilo un tout nouvel incubateur à Montreuil, dont nous avons fêté l'anniversaire, les 1 an hier, puisque quasiment 1 an, donc jour pour jour, nous lancions un projet d'incubateur à Montreuil, auquel nous avions la chance d'avoir Paolo et Céline déjà à ce moment-là pour célébrer un incubateur spécifiquement dédié
aux réfugiés, dans un territoire de migration très forte, avec des enjeux sociaux très forts, mais aussi beaucoup d'acteurs du territoire sur lesquels on pouvait s'appuyer, puisqu'on a monté un consortium, donc un réseau. Nous, acteurs privés, on est en capacité de mettre autour d'une table un certain nombre d'acteurs, acteurs publics, associations, d'autres acteurs privés. Et par exemple, à Montreuil, nous travaillons avec la mairie, nous travaillons donc avec les services de l'État, nous travaillons avec Pôle emploi si nécessaire, nous travaillons avec le réseau des entreprises de Montreuil, nous travaillons avec le MEDEF et nous travaillons avec la Fondation BNP Paribas qui nous accompagne également sur ce projet. Et bien sûr, une association qui est La Ruche, qui accompagne au quotidien nos porteurs de projets. Donc, c'est un pilote un petit peu original qu'on a mis en place à Montreuil et pilote qui a convaincu l'État, puisque nous sommes lauréats du plan investissement dans les compétences qui va nous permettre de dupliquer ce modèle d'incubateur à Saint-Denis et début 2021 à Strasbourg. Donc, depuis maintenant 3 ans, nous sommes tout jeunes hein, et tout à fait modestes sur ces questions. Nous avons accompagné à peu près 300 personnes et permis la création d'une 50aine de structures, entreprises ou associations, avec comment vous dire, un sentiment qui est que de toute façon, que ce parcours, comme nous leur proposons, aboutisse ou pas à la création d'une entreprise, et quelque part, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de les mettre dans une dynamique positive. Voilà, c'est de leur remettre le pied à l'étrier, c'est de leur refaire prendre confiance en eux, conscience de leurs compétences, de leurs capacités. Elles sont énormes. On a des histoires magnifiques. Voilà. Au premier Forum mondial des réfugiés, nous sommes venus accompagnés de l'un de nos entrepreneurs, Mahaman, qui est donc réfugié, qui est du Niger et qui se lance dans une entreprise d'importation de panneaux photovoltaïques dans la région du Sahel. Et on a eu l'opportunité de le faire intervenir lors justement d'une table ronde organisée entre autres par la France et le Danemark. Et pour lui, ça a été une occasion magnifique d'intervenir lors de ce premier forum mondial pour les réfugiés et de voir aussi qu'il y a un certain nombre de solutions qui peuvent être apportées par les réfugiés eux-mêmes. Donc c'est enthousiasmant de se dire que nos sociétés peuvent aussi apprendre de ces personnes et peuvent contribuer à mettre en valeur toute la richesse qu'elles ont. Elles arrivent avec des compétences, avec des cultures, avec une richesse. Et c'est à nous, société d'accueil, à faire en sorte qu'elles puissent exprimer tout ce qu'elles ont en elles. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire à notre mesure. En tant que grande entreprise, nous pouvons actionner certains leviers. Nous ne sommes pas le HCR, nous ne sommes pas une association, nous ne sommes pas Pôle emploi. Nous n'avons absolument pas la prétention de l'être. Nous, ce que l'on peut faire, c'est activer nos propres leviers pour, aux côtés de tous les acteurs qui agissent auprès de ces personnes, nous pouvons contribuer à notre manière et ensemble essayer de résoudre le maximum, on va dire, de problématiques de ces personnes. Et c'est toujours c'est très important pour nous d'avoir le HCR, que je remercie encore à nos côtés, la DIER aussi. Ce sont vraiment des acteurs qui sont évidemment incontournables. On ne fera pas sans eux, on souhaite faire avec eux. Et on l'a fait encore à l'occasion justement de la crise Covid. Nous aussi, ça nous a poussé dans nos retranchements. On a fait comme tout le monde, on s'est adapté. On a eu peur, on a toujours peur d'ailleurs, puisque nous avons des de toutes jeunes entreprises, des porteurs de projets qui venaient de lancer leurs activités, qui sont encore extrêmement fragiles, d'autres qui allaient lancer leur activité. Alors avec Generali, d'abord le groupe a décidé de lancer un fonds d'urgence Covid très important, de plusieurs centaines de millions dans le monde. Et nous, Fondation en France, avons décidé d'attribuer des allocations, des fonds à certains de nos porteurs de projets pour les aider à passer cette phase tellement compliquée, pour éviter des faillites prématurées et pour éviter aussi le découragement d'un certain nombre de porteurs de projets qui s'accrochent. Ils ont un courage incroyable, mais c'est vrai que cette période a été extrêmement difficile.
Et puis, nous soutenons de toute façon le HCR. Nous avons fait un don à l'appel de son secrétaire général. Donc, nous avons répondu à cet appel à don en versant 100 000 euros de dons à l'UNHCR. Nous sommes convaincus que nous avons notre part. Chaque geste compte, hein, vous le disiez tout à l'heure. Nous espérons que le nôtre compte un petit peu. Écoutez, merci beaucoup Frédéric Rose, parce que vraiment votre message non seulement est plein d'espoir, mais il est déjà plein de réalisations concrètes, et c'est ce dont nous avons besoin. On va bientôt devoir se quitter, mais avant de se faire, j'aimerais bien que chacun d'entre vous me dise finalement qu'est-ce qu'il l'aimerait, quels sont ses souhaits, quel est son engagement personnel justement par rapport à l'accueil des réfugiés dans cette année et les années qui viennent. Alors, je vais commencer, et je finirai par Yacine, parce que Yacine, justement, vous-même, vous êtes réfugié, donc vous avez peut-être des espérances plus fortes, mais je vais commencer par Paolo. Allez-y, Paolo. Oui, merci Geneviève. Aussi, tu as cité le rapport sur les tendances mondiales et pourquoi le nombre continue à augmenter des déplacés dans le monde. Parce qu'il y a une multiplication des crises, mais aussi parce que les solutions ne sont pas suffisantes. Les solutions sont le retour, l'intégration, mais aussi la réinstallation. Donc, je voulais vraiment saluer le rôle moteur de la France dans la réinstallation avec cet engagement, parce que la réinstallation, c'est un partage des solidarités, mais aussi sauve des vies. Sauve des vies parce que ce sont les personnes plus vulnérables, sauve des vies parce que ça évite qu'ils risquent leur vie dans la traversée, par exemple, de la Méditerranée. Nous avons une vision par rapport aux voies légales, parce qu'il n'y a pas seulement la réinstallation, il y a d'autres voies légales. Et la France est très active aussi avec le visa asile, avec le couloir humanitaire. Et donc, c'est si vous me demandez mes souhaits, il y a une multiplicité d'initiatives en France pour trouver des solutions. On peut encore faire plus. Il y a le parrainage privé, par exemple. C'est très vrai ce qu'a dit l'ambassadeur Ravisso. L'intégration des personnes réinstallées dans les zones rurales se passe très, très bien. Se passe très bien aussi dans l'accès à l'emploi. Et il y a des études qui confirment cela. Et donc, ce que je lance comme idée, c'est de s'engager ensemble avec le secteur privé. Merci Frédéric pour le soutien. Tu l'as bien souligné. Les réfugiés s'intègrent, ont des compétences et c'est dans notre intérêt, comme la crise sanitaire nous l'a montré, d'engager les réfugiés. On protège les réfugiés, mais les réfugiés souvent nous protègent. Ils s'engagent, ils peuvent porter des compétences et donc contribuer d'une façon positive à la société française. Donc, les voies légales et travailler avec tous les acteurs, y compris avec le secteur privé, avec l'engagement citoyen et l'hébergement citoyen, où les Français montrent beaucoup de générosité et de créativité, c'est mon désir et mon espoir pour le futur dans cette journée mondiale du réfugié. Merci beaucoup, Paolo. Et justement, donc, François Rivasso, monsieur l'ambassadeur, vous, je vais pas vous demander de répondre, mais vous, quel est votre souhait justement par rapport à la contribution de la France et aux engagements que nous pouvons tous prendre pour les réfugiés? Je dirais, je vais dire 3 objectifs et un vœu. 3 objectifs. D'abord, il faut qu'on se rappelle que le forum n'était qu'un premier pas. D'autres forums auront lieu. Donc, mon premier vœu, c'est qu'on ne relâche pas l'effort et qu'on l'intensifie dans cette période de Covid. Le deuxième vœu, on sait que l'action pour les réfugiés, c'est une action qui doit inclure tout le monde. Et on le voit, il n'y a qu'à voir la composition de ce groupe. Hein. Alors, moi, je voudrais qu'on inclue autant que possible encore davantage, comme la présidente M. Yacine, qu'on inclue encore davantage des réfugiés dans la réflexion sur les engagements de la France, qu'ils soient de plus en plus partie prenante, qu'ils se l'approprient avec nous, que ce soit quelque chose de commun. Troisièmement, troisième objectif, qu'on tienne davantage en compte la dimension environnementale. Et puis alors, un vœu, mais alors c'est un vœu naïf d'un citoyen lambda. Moi, si j'avais un vœu à faire, c'est qu'il n'y ait pas de noyés l'an prochain en Méditerranée. Voilà. Eh bien, écoutez, on ne peut que vous soutenir dans ce vœu et je pense que Paolo sera tout à fait d'accord, ainsi que tous ceux qui participent à cette table ronde et qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Et Julien, vous, parce que là, vous avez un rôle majeur. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, je
Je vais former un vœu assez immédiat, c'est que en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, un certain nombre de missions des acteurs de l'asile ont été affectées. C'est vrai qu'on a parlé de la réinstallation, eh bien, nous avons dû interrompre nos missions de réinstallation. Donc, le vœu très immédiat que je forme, c'est que nous puissions rapidement les reprendre. On a des signaux, je dirais, positifs à cet égard. Dès la semaine prochaine, nous allons en Grèce pour reprendre nos opérations de relocalisation de personnes en besoin de protection. Donc voilà, mon vœu est que nous sortions de cette crise sanitaire, nous aussi acteurs de l'asile, plus résilients, et que nous y puisions des forces pour reprendre nos missions et ne rien lâcher sur les objectifs qui sont les nôtres. Waouh! Bon, j'ai l'impression que c'est Noël et qu'on est en train de faire la liste au Père Noël, là. Voilà. Frédéric Rose. Pardon, j'avais laissé mon micro coupé. Écoutez, plusieurs souhaits, bien sûr, que notre société soit plus inclusive, voilà, que nous soyons peut-être un peu plus courageux, que nous soyons encore plus généreux et que nous n'ayons plus peur collectivement voilà, de donner leur chance à ces personnes et que l'on continue tous ensemble, tous acteurs, à changer le regard sur ces personnes. C'est vraiment extrêmement important. Et je dirais en super souhait eh bien, que chacun puisse réaliser ses rêves, d'où qu'il arrive et d'où qu'il vienne. Merci beaucoup, c'est magnifique. Et donc, Yacine, je vous laisse la parole finale sur cette table des vœux. Le micro. Oui, voilà. merci beaucoup. Et moi, personnellement, je ne pense pas toujours que d'être réfugié, ce n'est pas un choix. Les gens ils sont toujours devenus réfugiés, sans option, sans choix. Et ils sont là, en France, les gens le font. Il y a toujours de barrières, de challenges et pour s'intégrer dans la société. Et il y a des niveaux de logement, de l'apprentissage de langue, de l'insertion professionnelle. Il y a toujours des barrières qui sont difficiles. Il y a tellement d'associations qui sont mobilisées et qui mobilisent aussi les citoyens pour bien accueillir les personnes réfugiées, pour leur accompagner de s'intégrer dans la société. Mais il y a peu d'associations qui consultent et prendre en compte de paroles de personnes réfugiées. Il y a peu d'associations. Moi, je connais plein d'associations qui travaillent avec les personnes réfugiées pour les accompagner de chercher un travail, de faire une insertion professionnelle, qui ne même pas recrutent les personnes réfugiées, qui ne consultent pas leurs paroles et tout ça. Et c'est pas ce qu'ils font. Bien sûr, il y a des associations qui engagent avec les personnes réfugiées, comme Singa, et il y a des associations comme Caracol qui proposent du logement entre la population locale et les personnes réfugiées. Et c'est une association qui sont dirigées par les personnes réfugiées et les personnes françaises côte à côte. Ça, c'est important, mais c'est toujours pas ce qu'ils font. Alors moi, je pense toujours qu'il est important que les personnes réfugiées soient consultées et leurs paroles prises en compte par les acteurs concernés, leurs prises et les décisions qui impactent sur leur accueil et sur le processus d'intégration. Et je dis ça parce que je pense vraiment personne ne comprend mieux
qui ont été à cœur de la situation. Parce qu'ils sont le vécu, ils étaient dans la situation, ils comprennent la situation, le challenge et la barrière qui leur attendent, et ils comprennent mieux alors la situation. C'est pour ça, je pense, qu'il est important de les consulter en fait et de prendre compte de leurs paroles. Mais je pense qu'on a fait beaucoup de progrès et le forum que j'ai participé, c'était une belle opportunité, une belle plateforme pour les personnes réfugiées de leur exprimer, de partager leur initiatives et c'était une belle plateforme. Et je vous remercie et tout. Et moi, je remercie aussi du HCR et d'hier pour toujours être à côté de la personne réfugiée. Et voilà, je voulais dire, on doit continuer comme ça. Et c'est un bel jour aujourd'hui. Et merci à vous tous pour être là. Je sais que vous êtes plein de choses à faire. Vous êtes trop de travail. Mais encore, vous êtes ici pour la personne réfugiée. Je vous remercie absolument. Merci. Pardon, merci beaucoup Yacine. Et je le rappelle, cette journée, c'est la journée mondiale qui célèbre le courage et la résilience. Et c'est très très bien Yacine d'avoir rappelé combien il est important. D'ailleurs, François Rivasso l'avait rappelé, d'autres intervenants l'ont rappelé, que les réfugiés fassent partie de cela parce que finalement, contribuer à construire son avenir, être moteur et être partie de cette construction fait partie aussi de la résilience. C'est très très important et donc il faut qu'on aille dans ce sens. C'est vrai qu'on n'a pas toujours une tendance, on pense parfois qu'on sait mieux que les autres, mais effectivement laissons les réfugiés aussi se saisir de cette opportunité et de nous montrer, de nous dire quand et comment ils ont aussi besoin de nous. Écoutez, moi j'étais ravie de cette table ronde, je trouve que c'était une table ronde magnifique pour construire, pour construire l'avenir et pour commencer la journée. Vraiment, vous êtes tous formidables. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. J'espère aussi que tout ce que justement vous avez exprimé, que ce soit au niveau de nos parlementaires, mais aussi de la population, des citoyens, eh bien, on vous entend, on va vous écouter et on va contribuer à cela parce que c'est comme ça que nous allons construire cet avenir que nous voulons. Et pour finir, eh bien, justement, un projet, voilà, on va finir par une très courte, par une courte vidéo qui sur le train de la solidarité, une initiative à laquelle vous avez toutes et toutes contribué et qui montre bien justement comment on peut aller de l'avant, comment on peut changer les mentalités pour rendre cette planète plus humaine, plus solidaire, parce que c'est ce que nous souhaitons toutes et tous. Encore un immense merci et à très très vite pour travailler ensemble sur ces sujets et faire avancer. À tout à l'heure et je rappelle à nos internautes que ensuite nous continuerons justement avec une autre table ronde qui sera sur la résilience. Donc, suivez, continuez, partagez. C'est passionnant tout ce qui se dit ici. Posez-nous vos questions, c'est interactif. Donc, et encore merci. On commence vraiment très fort la journée. À très très vite. Le train de la solidarité avec les réfugiés vous ouvre ses portes. Aujourd'hui dans votre gare, voie 5. L'idée du train, c'est de créer des rencontres, c'est d'aller de ville en ville, mais surtout créer une rencontre entre les réfugiés et leurs hôtes et les citoyens français qui les accueillent. Avant d'être réfugié, on était d'autres choses et c'est important de garder ce côté humain. On n'est pas que des chiffres.